Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission quotidienne du 21 février, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée. Aujourd'hui on va faire un tour sur les news du jour, on va faire un tour aussi sur le price action de pas mal de cryptos. Hier il y a eu beaucoup de mouvements, je sais pas si c'était que pour mon wallet ou pas, mais en tout cas j'avais de gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. J'ai vraiment l'impression que en ce moment ou cette semaine, on marche sur des braises et qu'à tout moment ça peut s'enflammer d'un côté comme dans l'autre. On ira faire un tour sur Alephium qui a fait des très belles performances et on va prendre un peu de hauteur et on va parler une sorte un peu de psychologie ou de la santé mentale, de la tête dans un marché haussier comme on est actuellement. Donc c'est pour ça que la vidéo s'appelle Mission 2. Bull Run. Allez, on commence avec la map des cryptos. On voit qu'on est plutôt dans le rouge. C'est un peu la même chose qu'hier. Hier, c'était quand même une journée plutôt dans le rouge, même après ma quotidienne. Mais il y avait des moments où ça revenait comme ça super fort et ça descendait, etc. Donc vraiment assez dynamique. Bitcoin, on est toujours au niveau des 52 000 dollars. On va voir que ça va être un niveau assez clé, une résistance clé qu'il va falloir aller péter si on veut vraiment repartir full bullish et viser des nouveaux tops locaux. Et ETH qui n'arrive pas à passer les 3000 dollars comme on l'a vu hier. On ira refaire un tour sur le graphique. Il nous manque un petit peu de volume et une vraie dynamique haussière pour enfin aller péter les 3000 dollars sur ETH. Sinon, sur cette première page, rien d'aberrant. On a Starknet, pardon, qui a été un des plus gros airdrops qui a été fait hier. Il me semble que ça a méché à 7 dollars, mais je suis pas sûr. Vraiment, j'en ai pas eu. Et donc avec des volumes énormissimes, etc. Et donc, comme tout le monde, je pense que tout le monde, mais projet intéressant, mais des tokenomics bien dégueulasses. Et en plus, vous savez que moi, les tokenomics, je pense que je les pondère plus de ma prise de décision que l'investisseur moyen. Encore une fois, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense que lorsque moi je vois des tokenomics dégueulasses, vraiment, il y a peu de chances il y a peu de chances que j'investisse dans ce projet-là. Même si je peux, pour X ou Y raison, il y a quand même peu de chances, alors que je pense que l'investisseur moyen en crypto peut se dire, bon allez, c'est pas grave, tant pis quoi. Donc vous avez vu à quel point il faut aller loin pour aller chercher Alephium, et ça j'aime bien. Clairement j'aime bien, donc Alephium c'est 232e euh, crypto par la market cap. Donc on a une market cap de 240 millions de dollars. Ah, évidemment c'est un peu plus haut qu'il y a quelques semaines, parce qu'on vient de faire x2 sur le mois, etc. Mais c'est tellement une bonne crypto je trouve. J'ai vraiment de gros espoirs sur Alephium, et en réalité j'ai une grosse position sur Alephium. Ma position, pour vous donner une idée, je vous ai déjà dit, mais que moi c'était dans ces market cap là que j'étais assez fort, que j'avais un bon track record, et encore une fois là ça me donne raison, mais c'est bien, c'est important de se connaître, même se connaître son caractère, mais aussi connaître quel type d'investisseur on est. Je me rappelle une vidéo que j'ai vue hier, mais je sais plus c'était de qui, mais qui disait en fait on devient performant avec l'expérience. Oui, l'expérience est important, mais l'expérience n'est rien sans feedback, tu vois, dans tout. Parce que par exemple, je regardais des trucs pour bien parler, pour pas dire des A, des E, pour pas me répéter, etc. Bah, typiquement, je fais des vidéos, donc c'est important, et même j'ai envie de bien parler. Je regarde moi j'aime bien apprendre un peu sur tout. Et typiquement, la règle, je pense, principale pour bien progresser partout, c'est toujours de faire du feedback. Tu fais une partie d'échecs, il faut que tu regardes ta partie d'échecs pour regarder si tu as bien joué, etc. Pareil, moi, quand je fais mes vidéos, je me réécoute pour savoir à quel mot j'aurais pu utiliser, est-ce qu'il y a assez de rythme ou pas. Et donc, si on revient en termes de l'investissement, lorsque je regarde mon expérience en termes d'investissement, je sais que je suis bon lorsque les cryptos valent entre 100 et 200 millions de market cap. C'est là où j'ai trouvé tous mes plus gros coups. Et j'en ai fait aussi, j'ai fait pas mal de coups avec des cryptos qui avaient moins de 40-50 millions de market cap. Et au final, je pense que je suis au total peut-être un petit peu en gain, parce qu'on a un marché haussier, mais j'ai pas fait des performances de dingue, tu vois. Donc moi, je vais là où je dois appuyer, c'est là où je suis bon. Donc c'est entre les cryptos, typiquement comme Alephium. Et donc, pour vous illustrer tout ce que j'ai fait, et bah, j'ai fait mon introspection, je sais que j'étais bon là-dedans. Et donc, Alephium, lorsqu'il était parce que moi je suis rentré dessus, il devait être à 100-150 millions de market cap, j'ai fait le même move que j'ai fait sur Tao, avec le même montant à l'époque, pas le même pourcentage du coup, mais le même montant, où j'ai vraiment misé assez gros sur Alephium dès maintenant, et l'idée c'est d'arriver avant toute la masse, mais après les tout premiers euh, investors, tu vois. Parce que si je suis un tout premier, je n'arrive pas à faire le filtre de savoir quel projet ça est un scam, etc. Lorsque j'arrive après, donc lorsqu'un projet est à 150 millions, bah, il y a déjà eu un filtre et c'est là où moi, mon analyse, elle est pertinente. Bon, un petit peu long pour l'introspection, mais vous m'avez déjà dit en commentaire que ça vous dérangeait pas que je prenne un peu de temps pour expliquer un peu les choses complètes, assez en profondeur de ce que je pense. Allez, on passe sur Twitter, on voit Journal du Coin qui nous dit que l'offre de Bitcoin sur Coinbase se raréfie et atteint son point le plus bas depuis 2015. Donc c'est assez étonnant, franchement.
Je pensais pas que c'était aussi violent. On voit ici à gauche le nombre de bitcoins sur Coinbase, et on voit qu'on est archi bas. Donc c'est une tendance qui existe depuis très longtemps, mais c'est évidemment une tendance qui va être accentuée par l'acceptation des ETF, comme on l'a dit, mais les ETF vont venir raréfier les bitcoins en circulation et ils vont venir un peu geler les volumes de transactions sur BTC parce que les ETF ils vont pas se trade tous les jours, tu vois. Ça va être dans les plans de retraite, donc les gens ils vont garder BTC pendant 10-15 ans. Donc et après on peut parler aussi quelque chose qu'on appelle le supply shock. On en parle généralement souvent dans la communauté Tao parce que Tao c'est un peu la supply shock qui explique que la volatilité extrême de Tao. Mais là, je vais vous l'expliquer et pour Tao et pour BTC par exemple. Le supply shock, c'est quand, en français, ça veut dire le choc d'offres. C'est quand les order books sont pas assez remplis, ils sont trop vides, et du coup, ça va pas pouvoir encaisser une légère augmentation de la demande. Voilà. Et il y a généralement une raison à ça. Tao, c'est tout simplement parce que 90% des tokens sont stakés. Et du coup, il y a 90% des tokens en circulation, oui, mais entre guillemets, non, ils sont pas en circulation. Parce que celui qui a son token non staké, et ben généralement, il va mettre directement un ordre de vente dans un order book. Et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour traverser tout ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de volume sur Tao par rapport à sa market cap. Ok. Donc Bitcoin, peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être dans le prochain cycle, pourquoi pas dans 3-4 ans, on va pouvoir peut-être voir des signes de supply shock ou à la moindre augmentation de la demande sur BTC, il y aura plus assez de BTC sur les order books pour vraiment encaisser cette hausse, même si je pense qu'il y aura toujours moins d'effet que pour Tao, parce que Tao c'est vraiment incroyable, c'est 9 sur 10, c'est 90%. Ensuite, deuxième tweet, on a Zach XBT, si vous ne le suivez pas, je vous encourage à aller le suivre, c'est simplement, on va dire, un gendarme particulier sur la crypto, il va tout de suite, tout le temps dire, lorsqu'il y a des scams, il va tout tracer on-chain, et c'est très intéressant, je trouve, et il fait du bon travail, donc voilà. Donc il nous cite Crypto Rover, peut-être que vous connaissez, si vous êtes sur Twitter, il y a de grandes chances. Oui, c'est un très gros influenceur, hein, 700 000 influenceurs. C'est un très gros influenceur américain, en tout cas il parle anglais, qui, qui a fait un scam. Et en fait, il faut faire vraiment attention avec les très gros comptes. Même, je dirais, sur les comptes au-dessus de 20K, il faut commencer à faire gaffe. Lorsque vous envoyez des bons, il faut attendre 6 mois pour être sûr que ce soit des bons. Et ensuite, voilà, vous pouvez un peu moins filtrer leurs informations. Mais sinon, les influenceurs, les gars, on est vraiment du bétail. J'allais dire vous, mais c'est nous. On est du bétail pour eux. Regardez, ils prennent des 20-30K juste pour quelques tweets. Ça balance les adresses, ils scamment les gens. Et ils sont tous comme ça, les influenceurs. Ils sont tous payés. Ils prennent tous on leur donne tous par exemple, là, typiquement, pour ce cas-là, on lui a donné 1% de toute la circulating supply du token qu'il devait promouvoir et il a même pas promu le projet. Donc il a gagné 1% de toute la circulating supply d'un projet comme ça. En claquant des doigts, hein, il n'a rien fait. Et c'est pour ça que je suis bien évidemment, comme d'habitude, mais contre toutes les tokenomics foireuses, parce qu'il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas le projet, des gens malsains, qui se retrouvent avec des quantités astronomiques de tokens de circulation et qui vont simplement les dump sur vous et nous. Voilà. Ensuite, un autre tweet, je pense que c'est vrai, c'est simplement en disant Tao is the next and only Tao, tu vois. Est-ce que, c'est aussi je remarque, mais sur Twitter, il y a plein de monde pour attirer les gens qui mettent le ticker de Tao, où t'as plein de monde qui clament, qui disent voici le nouveau Tao, je l'ai trouvé, et ça. Moi, je ne pense pas. Il n'y aura pas de nouveau Tao, comme il n'y a pas eu de nouveau Bitcoin, comme il n'y a pas eu de nouveau ETH, tu vois. ETH, il y a eu des techs qui ont été bien plus prometteuses, mais pour l'instant, le proof of concept, ça a été ETH, ça a été le premier. Tao, c'est la même chose. Et surtout, lorsque je vois que on me vend des nouveaux Tao, mais en me parlant de simples tokens ERC20, des trucs avec des tokens dégueulasses, enfin, donc moi, je vais pas dire ça m'énerve, mais voilà. Je n'y crois absolument pas, on va dire. Donc pour moi, durant les prochaines années, Tao is the next Tao, il n'y aura pas de nouveau Tao. Voilà. Et donc ça, c'est une image assez intéressante, j'ai trouvé, mais de l'effet de l'écosystème Tao sur tous les autres. Et je pense que ça va être le cas, je vous le disais hier avec Filecoin, où je pensais que Filecoin, ça pouvait simplement être un subnet sur Tao. Render, c'est pareil. Et aussi des entreprises Web 2. On a une entreprise, elle qui était Web 3, il me semble, qui s'appelle, ça va me revenir, je ne sais plus, mais une grosse entreprise qui avait levé, il me semble, des centaines de millions de dollars, qui est venue ouvrir un subnet sur Tao. Et il y a plein de use cases. Bah aussi, je pense à un autre use case qui s'est fait ce matin ou hier. En gros, il y avait une pool qui était en train d'être construite, et un prize pool, donc une sorte de récompense, pour trouver la signification de textes anciens.
Et du coup, quelqu'un a émis l'idée de simplement d'ouvrir un subnet de manière à avoir plus d'incentive que de simplement demander à des gens, bon bah faites-moi des donations, et comme ça je vais distribuer un pool prize, et je pense que c'est en train de se faire, mais c'est juste vrai, c'est là toute la beauté de l'écosystème Tao, c'est que peu importe ton projet, tu viens de brancher et tu as déjà tout l'incentive qui est prête à accueillir ton projet. Donc voilà. Et donc ça c'est aussi un truc très important que je voulais absolument passer, je pense que je passerai pas les news qui sont pas très importantes. Ça c'est le plus important, c'est clair. Donc c'est un tweet de Paul Crypto Formation qui nous dit de ne pas oublier de garder nos forces pour la fin de 2024 ou la suite de 2024 et 2025. Car les choses vont accélérer à un point qui est encore difficile à imaginer. Donc ça, je l'attends de pied ferme. Donc il a mis quelques conseils pour suivre le bull market. Il faut évidemment bien dormir, bouger, faire du sport, de la muscu et garder une vie sociable, etc. Et je pense que c'est un excellent conseil et je le sentais hier. C'est ce que je me disais un petit peu hier. J'en parlais avec un ami à moi qui est aussi dans la crypto, ou avec mon frère par exemple. Mais ça va être prenant, les gars. Le meilleur moment maintenant, je pense en être sûr, mais le meilleur moment de toute la cyclicité des cryptos, c'est le bull market. C'est pas la, c'est le bien, pardon, c'est le bien market. C'est la phase d'accumulation où ça bouge pas, t'es tranquille, tu sais que ça va arriver, t'as le temps de te préparer. Parce que là, vu qu'on est déjà à l'entrée d'un bull run, bah nous, on commence à se rendre compte, même si ça fait 2 ans qu'on s'y prépare, et on se dit putain, ça arrive, c'est pour maintenant, et on le voit sur nos wallets, en tout cas moi c'est mon cas, je le vois vraiment sur mon wallet, les variations sont de plus en plus hautes, ma tête, déjà qu'elle était bien prise avant, elle est encore plus prise, etc. Bah, en plus je fais des vidéos YouTube et tout, donc moi c'est clairement une grosse partie de mes journées, mais c'est très important, je pense, de typiquement méditer. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien apprendre plein de choses et toucher à plein de choses. Et lorsque je trouve quelque chose que j'aime bien, j'y vais à fond, tu vois. Mais pour trouver quelque chose que j'aime bien, bah, j'aime bien toucher un peu à tout. Donc méditer, je pense que ça va être super important. J'ai déjà essayé 1 ou 2 fois, moi, je suis pas du tout le genre de gars à méditer. Je bouge, je trouve que c'est un peu du bullshit, etc. Mais franchement, je pense que je vais prendre sur moi-même. Il y a des gens qui le font. Bah, je suis pas le plus intelligent qu'eux, tu vois. Donc si ça leur apporte, qu'est-ce que ça va me coûter? Mis à part 5 minutes par jour du fait un peu de méditation. Et honnêtement, je pense que si ça marche, en bull run, ça doit avoir une plus-value de dingue. Parce que la plus-value d'un bull run, ouais, c'est l'argent que t'as mis, etc. Mais une fois que t'es dans le bull run, franchement, pour moi, hein, l'asset euh, le plus rentable sur lequel tu peux investir en bull run, c'est plus BTC, c'est plus Tao, c'est plus aucune crypto, ne mets plus d'euros en Bitcoin, mais c'est ta tête, c'est ton esprit. Et j'avais un exemple où je voulais faire autre chose pendant le bull run, et je me suis dit, yeah, non, en fait, parce que j'ai pas envie de me fatiguer mentalement à gérer de l'argent, typiquement de l'argent pour quelqu'un d'autre, pour des sommes qui sont dérisoires pour mon aide à moi. Je vais pas me grappiller mon essence mentale pour de si petites sommes, entre guillemets, pour moi. C'est mieux de faire la méditation, de rester sain pour profiter, vraiment pour bien manager mon bag. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je pense actuellement. Mais l'asset sur lequel je vais le plus investir pendant ces 2 prochaines années, ça va être ma tête. Donc voilà, faire du sport, méditer, garder les pieds sur terre, etc. Ça va être très important pour nous tous, pour moi et pour ceux qui m'écoutent. Allez, bah là, en direct, on a un plutôt gros dump de BTC, hein. Là, on est en daily. Essayons de voir en early. Depuis hier soir minuit, on a un gros dump de BTC, ok, sur une grosse résistance. Est-ce qu'on l'a en 1 heure, on serait pas une belle distribution encore une fois de week-off? Vous voyez que c'est des patterns qu'on retrouve quand même très souvent. Ici, on est venu prendre la liquidité. Et là, hop, on va chuter vers le bas et on va essayer d'aller target le prochain support. Franchement, pourquoi pas. Le prochain support qui est où? Qui serait au niveau de 48 000 $. Moi, c'est un scénario que je privilégie. J'aimerais bien, pas vous le repasser, mais comme d'habitude, le RSI weekly en Bitcoin est trop élevé. Donc franchement, même si on passe 2 mois et demi entre 35 et 45 000 $, ça me va complètement, ça va être chiant, mais au moins ça va nous permettre de reprendre nos esprits et ça va permettre au BTC de respirer. On passe sur Ethereum, bah, évidemment qui suit BTC, vous l'avez en live, avec le assez gros dump, hein, quand même, ça fait, si on clôture ici, ça va faire des bougies assez dégueulasses. Ethereum qui était en surperformance, je vais vous passer le ratio ETH-BTC, pardon, mais comme on l'a dit hier, il nous a manqué un petit peu de dynamisme pour vraiment venir péter fortement, peut-être pas les 3600, mais fortement la barre des 3000 avec du volume, venir faire un pullback et ensuite repartir à la hausse et ensuite aller retarget les ETH comme BTC. Donc ETH, il nous manque des volumes, hein. Hier, il nous manquait des volumes, regardez, on avait des volumes beaucoup trop faibles pour péter une résistance aussi grosse que celle des 3000 $. Il nous aurait fallu une bougie comme celle-ci, je pense que voilà. Ici, on a eu de beaux volumes, et on est passé directement de 2300 à 3000 $. Ok. Donc c'est ETH BTC qu'on regarde en weekly. Moi, je ne suis pas favorable, encore une fois, à un breakout à la hausse direct de cette pattern. Je pense qu'on va venir compresser la volatilité et ensuite peut-être
faire comme ça. Généralement, ça fait comme ça. Là, je dis généralement, c'est mon expérience à moi, mais souvent dans une tendance haussière, parce que ça, c'est une pattern qui est baissière, ok? Mais lorsqu'on est dans une tendance haussière, même cette pattern-là est haussière, et au final, elle va fake out à la baisse, et ensuite répéter directement à la hausse. Et je pense que j'ai dû le voir 4-5 fois, donc voilà, je me dis, bah, pourquoi pas une fois de plus. Autre graphe intéressant qu'on regarde pas très souvent, qui est la finance traditionnelle, c'est Nvidia. Nvidia qui commence à prendre cher. Mais bon, en vrai, est-ce que ça prend cher? Franchement, je les attends, les mecs sur Twitter qui disent vous voyez, je vous l'avais vu, Nvidia va à la cave, etc. Parce que c'est les mêmes mecs qui ne sont jamais rentrés, qui sont pas rentrés au niveau des 400, qui sont pas rentrés avant. Ils ont toujours dit que c'était une bulle. Donc là, ça perd, même si ça perd 10-20%, ok. Enfin, franchement, ça vient de faire x4 ou x je sais pas combien. Donc tant pis. En tout cas, pour moi, il n'y a clairement pas de quoi s'affoler. Mais bon, quand même assez notable comme baisse hein, pour une entreprise, surtout que c'est une très grosse entreprise. Elle a beaucoup de poids dans les index. Donc c'est intéressant de voir la réaction des marchés financiers ou des investisseurs face à cette baisse, surtout si elle continue. On verra. Ensuite, on a Alefium qui a fait une performance de dingue, non, mais qui a fait quand même une excellente performance hier. Il y a 3 jours, on était à 2,5. On est passé à 3,5, 3,7, il me semble qu'on a méché hier. Donc on l'a passé en vidéo, hein, c'est une crypto que je passe beaucoup, mais ici la trendline, pareil, bah, on l'a joué, hein, à chaque fois elle nous a supporté. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous supporterait pas une fois de plus? Il faudrait faire attention à ne pas la breakout à la baisse comme Polytrade, mais sur le long terme, c'est Alefium est une crypto dans laquelle j'ai beaucoup plus confiance que Polytrade. Donc je suis très à l'aise avec mon bag, et on a parlé dans le groupe Telegram, mais le jour où ça revient aux alentours des 1,5, je pense que je vais lâcher encore plus la sauce. Ensuite, Caspa, donc Caspa, entre guillemets, son grand frère un peu, on a une impulsion, consolidation, impulsion, consolidation, impulsion, et là, on fait quand même une limite correction. Mais on monte comme ça en escalier, pardon, hop, on monte comme ça en escalier, franchement très bullish pour Caspa. Peut-être qu'on viendra faire un pullback sur ce niveau-là en weekly si le BTC atteint les 35 000 $, mais dans le cas contraire, on ira encore plus haut pour Caspa, ça je n'en ai aucun doute. Tao, pareil, Tao, ça fait pas mal de temps que on corrige, et ça fait une petite semaine que Tao n'est plus aussi dynamique que d'habitude, on va dire. On voit ça à son RSI en stochastique qui arrive au niveau des 30, et on voit que c'est quand même assez rare. Généralement, Tao, son RSI stochastique, il va péter au-dessus de 70, et il va casser le plafond, il va rester là-bas, rester là-bas. Il reste rarement au niveau des 30. Donc là, on va s'en approcher, on va les toucher, hein, c'est clair. Je pense que pour ceux qui n'ont pas de ligne, c'est intéressant d'initier une ligne maintenant, parce que je pense que ça va être des bas qui vont tous se faire racheter. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui sont restés sur le côté sur ce projet-là. Tout le pump a mis la lumière sur le projet, ils ont eu le temps de faire leurs recherches, de se rendre compte de ce que c'était, et maintenant, je vous le dis, ils attendent le moindre repli pour pouvoir rentrer, clairement. Donc je pense pas qu'on va retourner au niveau des 200-300, ça c'est clair et net, et honnêtement, je ne pense pas qu'on retournera en dessous des 400. Peut-être qu'on peut bien toucher 400, pourquoi pas, mais ça me semble quand même ambitieux. Lorsque le stock RSI sera au niveau des 30, je pense que ça va faire un V-bottom comme ça, et ça va repartir un peu comme la mèche qu'on a faite hier, et sans jamais revenir dessus. Écoutez, voilà, et la dernière crypto, allez hop, ça je la passe, c'est le Dinex. Dinex, pareil, on en parle pas mal dans le canal Telegram, c'est pas le mien, c'est le nôtre. Et c'est une crypto qui m'intéresse parce que en ce moment, j'ai un peu envie de m'exposer un tout petit peu plus au risque, à avoir un peu plus de lignes dans les plus petites market cap, comme j'ai dit, vers les 100-150 millions de market cap. Si ce n'est un peu plus petit, j'ai envie encore une fois de me réessayer. Je suis assez têtu. Et la liquidité, je la trouverai sur Polytrade, que je n'ai pas encore vendu. Et j'ai bien fait pour l'instant, parce que hier, ça a assez bien performé. Ilium, Dinex. Donc je pense que Dinex, voilà. Donc là, c'est sur Mexi, donc on voit l'effet d'un listing sur Mexi. On est passé de 0,1 à, donc ça fait x14, c'est énorme, énorme. Et vous voyez à quel point les Fibo aussi c'est intéressant, parce que les 0,78, vous voyez à quel point ça nous a supporté, ça crée tout un support, et on est venu rebondir une fois, machin, deux fois. Donc là, on est revenu en tendance haussière, parce qu'on a fait un bas plus bas que ce précédent-là, et là, on est au niveau des 0,5 de Fibonacci. Ça me semble pas être dégueulasse comme un point d'entrée, en tout cas pour moi, ça me va clairement pour initier ma ligne, parce que je n'ai pas fini de dur ce projet, et ça me semble compliqué à dur. Écoutez, merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et je vous dis à tout à l'heure pour un dossier, ou à demain pour la quotidienne. Ciao ciao.